Pour démarrer ce colloque, j'invite à me rejoindre sur scène M. David Coste, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, et Philippe Mouliat, président de la Fédération nationale des crépis. On a un petit pupitre qui nous gêne un petit peu dans nos déplacements, mais on va y arriver. On va bien s'installer pour échanger avec vous. En tout cas, merci. Et je vais commencer par vous, David Coste. Pouvez-vous nous expliquer ce que recouvre votre activité ? Merci Maud. Bonjour à chacune et chacun. En quelques mots, je vois pas mal de visages connus. Je suis donc au sein du ministère de l'Intérieur avec la sous-direction de l'intégration des étrangers. Et cette mission de la direction, c'est de favoriser l'accès à l'emploi, l'accès au logement, l'accès au droit commun, comme on dit, à l'intégration des personnes étrangères qui ont déjà leur premier titre de séjour, donc en situation régulière, et qui souhaitent refaire leur vie en France. Merci David. Philippe, quelle est la singularité de cette active coopération entre la Diane et les crépis ? Peux-tu nous en dire un mot ? Alors, c'est, je pense, une action unique, non pas simplement par rapport au public, en l'occurrence très particulier au sens des primo-arrivants, mais une vraie complicité qui s'est établie il y a plusieurs années entre les équipes, effectivement, de la Diane, qui ont été précurseurs sur quelque chose qui aujourd'hui nous semble, je dirais, couler de source, parce qu'on n'a que de bonnes nouvelles, et j'en parlais tout à l'heure. Alors, imaginez ça il y a 7 ans, presque 8, c'était déjà très précurseur et il fallait que humainement nous nous rencontrions. En tous les cas, qu'il y ait un échange de la part de l'attente que vous aviez au niveau de la Diane et puis ce que peut-être on pouvait imaginer faire à l'époque et pour lequel je n'étais pas totalement persuadé. Monsieur Coste, pouvez-vous nous rappeler comment la coopération entre les crépis et la Diane a débuté ? Je l'ignore. Non, je n'étais pas encore dans ces fonctions. Mais au sein de la direction, dont j'ai pris la responsabilité un peu après, il y a la volonté de favoriser l'intégration, je le disais, et l'accès à l'emploi. Et ce sont nos prédécesseurs qui ont œuvré pour voir comment améliorer la situation sur ces personnes qu'on accompagne au niveau du terrain. Nous, on est à Paris, mais on anime un réseau interministériel, bien sûr, avec en particulier le ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Emploi, avec Benjamin Maurice, que je salue, mais aussi avec tout le réseau territorial de l'État. Et les crépis sont une réalité, vous êtes une richesse au niveau des territoires, et je pense que ce sont les prédécesseurs de la Diane qui ont souhaité justement provoquer cette rencontre et démarrer quelque chose en partant du réseau des crépis, ce qui était assez innovant plutôt que de partir, comme on le fait souvent, du réseau des personnes étrangères elles-mêmes. Merci pour ces propos. Philippe, tu étais également à l'initiative de cette coopération. Peux-tu compléter peut-être les propos de M. Coste ? Tout à fait, avec plaisir. Quand je disais il y a quelques instants l'interrogation qui était la mienne à l'époque, en fait, c'est l'équipe de la fédération et Madame Agnès Fontana, à l'époque en charge à la Diane, s'étaient réunis. Sans trop rentrer dans le détail, la Diane avait clairement exprimé un souhait de rebâtir un modèle, en tous les cas d'innover à la matière en disant il y aura forcément d'autres solutions. On peut les imaginer ensemble. Et en fait, les équipes à l'époque de la Diane, sous la houlette de Madame Fontana, ont travaillé un peu ensemble avec l'équipe de la fédération. Et je veux dire, j'ai été volontairement assez éloigné de ça. Non pas que ça ne m'intéressait pas, mais ils ne m'en ont pas parlé tout de suite. Puis un jour, j'ai senti qu'il y avait des attentes, mais je n'imaginais pas à ce point que les attentes avaient déjà été très formalisées. Et je dois vous dire qu'à l'époque, j'ai dit à Florence, on n'y va pas. Elle était effectivement très déçue. Et il y a eu un rendez-vous qui s'est fait à la Diane avec les équipes de l'époque et Madame Fontana, pour lequel j'ai senti que si sur ma voiture, il n'y avait que la marche arrière, ça n'allait pas suffire et qu'il y avait une attente très très forte et une idée très très forte, une vraie complicité, une vraie réflexion sur l'innovation, et quand même la base de nos actions sont basées sur l'innovation sur le plan social. Et donc en fait, les premiers chiffres qui m'ont été donnés d'ailleurs à l'époque m'ont fait encore plus peur. Donc je ne pouvais pas dire non, j'étais en séance, mais je ne pouvais pas dire oui non plus, parce que je me disais comment on va faire. Aucun des crépis n'a d'expertise ni d'expérience. Et très sincèrement, j'avais dans ma tête 2 freins majeurs. Le premier, la langue. J'ai appris que ce n'est pas du tout un frein dans l'absolu quand on fait ce qu'il faut en matière d'accompagnement. Premier frein.
Le deuxième, c'était de dire on n'a pas d'expertise. Et donc, si jamais ces personnes qui ont été bouleversées, bousculées, cabossées par la vie, on n'y arrive pas, cet échec est terrible sur le plan humain. Ça a dépassé le cadre du crépi. J'ai dit on ne peut pas ne pas réussir. Et effectivement, aujourd'hui, vous, à l'époque, vous avez trouvé les mots pour nous amener à nous remettre, je dirais, en risque, mais avec de la méthode pour pouvoir apporter la réponse qu'on connaît aujourd'hui. Merci Philippe. David Coste, qu'est-ce qui vous anime au quotidien dans l'accomplissement de votre mission, toujours dans le principe d'une réponse courte et succincte? Je cède ma parole alors. Non, très clairement, c'est d'essayer d'améliorer la situation des publics étrangers qui sont arrivés en France, qui ont tout quitté pour reconstruire leur vie en France et qui ont le droit de rester en France et faire en sorte qu'ils deviennent, comme on dit, le plus autonomes, le plus rapidement possible. Et l'intégration par le travail, elle est évidemment essentielle parce que c'est évidemment une source de revenus, c'est une source de socialisation, d'estime, de reconstruction d'estime de soi. Et c'est en ça que toute la direction, on est mobilisé pour animer l'interministériel, parce que l'intégration, ça passe par l'apprentissage de la langue, je suis trop long d'accord, ça passe par beaucoup d'autres choses, l'accès au logement, et finalement, c'est un enrichissement que de contribuer à ces parcours de réussite et aussi de répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Dans la même lancée, Philippe, c'est une question assez large, mais quel regard portes-tu sur le monde? Et justement, concernant les publics arrivant sur le territoire, comment peuvent-ils s'inscrire dans cette évolution? Je dirais qu'aujourd'hui, avec l'expérience que nous avons et les résultats qui sont ceux que nous avons réalisés ensemble, je dirais qu'ils sont particulièrement adaptés à la période anxiogène et violente que nous vivons sur le plan économique, puisqu'on n'est pas du tout dans un monde en mutation, on est dans un monde en rupture. Et donc, quelles sont les qualités pour agir dans un monde en rupture? C'est la mobilité, ils l'ont, parce que souvent ils arrivent de très très loin et à plusieurs reprises et dans des conditions qui sont, je pense, pour nous, imaginables. La deuxième, c'est l'adaptabilité. La troisième, c'est la volonté de réussir au sens large du terme, sur un plan humain, sur un plan professionnel, sur un plan familial. Donc en fait, tous ces ressorts aujourd'hui qui manquent chez certains de nos compatriotes dans ce combat où si on veut avoir peur, c'est sûr, il suffit de regarder que la télé et les journaux, on aura peur toute la journée. Ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe devant. Et on a été surpris de voir que les qualités de ces personnes qui arrivent sur le territoire avec une multitude de freins dans plein de domaines ne se posent pas la question de comment je vais faire, c'est plutôt je vais me donner les moyens d'y arriver et si on me donne la chance, si on me tend la main, je la saisirai. Donc je dirais aujourd'hui, véritablement, dans les entreprises, on a l'expérience, ces personnes apportent un ADN complètement différent. D'ailleurs, on est fort de la différence et pas de la consanguinité, entre guillemets, dans l'absolu. Et ces qualités humaines indispensables pour rebondir font d'elles vraiment aujourd'hui des collaborateurs, collaboratrices de grande qualité. Monsieur Coste, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais quels sont vos principaux enjeux aujourd'hui? Peut-être, pour m'inscrire dans ce que Philippe vient d'indiquer, c'est casser les représentations. Et moi, j'ai été frappé par le film que vous avez projeté. Quand vous avez parlé des personnes bénéficiaires de destination emploi, vous avez d'abord parlé de compétences et non pas de personnes étrangères. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je retrouve dans les crépis et réseaux des crépis, c'est que vous êtes attaché à l'humain et vous voyez la richesse humaine et ce que vous pouvez en faire collectivement plutôt que de voir une entrée administrative, personne étrangère, ou d'être heurté par la différence. Et j'approuve très clairement ce que Philippe vient d'indiquer. Donc le premier enjeu, c'est vraiment de casser les représentations, la crainte, la peur de la personne étrangère, parce qu'on a chacun des imaginaires, et puis parce qu'on peut se dire que ça va être plus difficile. Et c'est vrai que, comme on dit pudiquement, il y a des freins. Et donc, il peut y avoir la langue, il peut y avoir l'instabilité de l'installation, il peut y avoir des souffrances, des blessures. Mais l'entrée par l'humain, par la réalité de la personne qu'on a en face de soi, plutôt que par la représentation qu'on peut en avoir, c'est évidemment essentiel. Le deuxième enjeu, c'est évidemment de travailler main dans la main avec le monde des entreprises et de casser les représentations aussi qu'on peut avoir du côté de l'État, du côté des entreprises, et de trianguler, y compris avec les associations.
parce que l'accompagnement peut être très utile pour favoriser ces parcours d'intégration vers l'emploi et accompagner dans l'emploi, et vous accompagner vous-même à la tête des entreprises pour sécuriser ce parcours dans l'emploi. Et puis, s'agissant de vos responsabilités, c'est peut-être sécuriser la décision juridique de recruter une personne étrangère, parce qu'il peut y avoir des craintes par rapport au parcours de cette personne, et puis il peut y avoir des craintes aussi parce que la réglementation peut être stricte, il peut y avoir des sanctions. Et là, c'est pour nous un enjeu, pour nous, État et préfecture, un enjeu que de vous sécuriser, y compris sur cet aspect juridique dans la décision de recrutement. Merci. D'ailleurs, pour corroborer tout ça, est-ce que Philippe, tu aurais quelques chiffres sur le bilan Destination Emploi? Oui, je vais les lire, pour être certain de ne pas dire de bêtises, d'être très précis. Aujourd'hui, alors à l'origine, on se rappelle que nous avions 5 clubs qui participaient. L'objectif étant, avec beaucoup d'humilité et de modestie, de se dire on ne sait pas, on n'a pas d'expertise en la matière, on va essayer. On a pris 5 répits, je dirais, qui sont portés volontaires à titre, pas d'expérience, hein, c'était du volontariat pour réussir. Encore une fois, on parle d'humain, donc je dirais, on devait construire un prototype en matière d'ingénierie sociale, mais pour autant, il fallait se donner les moyens d'avoir une obligation de résultat, parce qu'au bout, ce sont des hommes et des femmes qui avaient déjà considérablement souffert et qui d'ailleurs attendaient de notre part, évidemment, et qui étaient en droit d'attendre le meilleur, à savoir qu'on règle le sujet de l'insertion par l'économie. Donc aujourd'hui, c'est les 16 clubs. À titre personnel, et Maud et toute l'équipe, on est ravis qu'aujourd'hui, les 16 clubs en France ont pris cette action qui est très demandée, pour lequel il y a un positionnement fort, pour lequel il y a une expérience, pour lequel aussi, du coup, nous avons pu sur le territoire, avec les entreprises, lever les freins, parce que moi-même, en tant que chef d'entreprise, on a des freins tous. Et on a tendance, on en parlera plus tard, à attendre un peu de l'autre. Et en l'occurrence, souvent, de l'État, en disant il faudrait que... je pense que les soucis qui sont les nôtres aujourd'hui, ils ne dépendent pas que de la personne publique. Tous les acteurs privés ici présents, qu'ils soient dans une entreprise ou pas, ou chefs d'entreprise ou pas, ils sont acteurs de l'environnement dans lequel on est. Donc, soit on décide d'agir collectivement, et on aura par l'État des moyens, soit on décide d'attendre tout d'en haut, et la suite, on la connaît. Donc, c'est aujourd'hui 16 clubs participants, c'est 813 personnes accompagnées. Moi, j'aime autant dire plutôt des familles, parce qu'en fait, derrière chaque personne, c'est une famille qu'on a remis dans le sens de la marche, humainement, sociologiquement et professionnellement. 82 nationalités, pour ça que je reviens tout à l'heure sur ma notion de frein que j'avais par rapport à la langue. Toutes ces personnes ont montré une aptitude à vouloir s'intégrer, parler, apprendre. C'est incroyable. C'est 467 entreprises mobilisées sur le territoire national et c'est un retour à l'emploi en termes de solutions professionnelles à 71%. Donc, ce qui veut dire que le frein de la différence par rapport à l'endroit d'où l'on vient, il tombe. Parce que moi, je ne crois qu'aux chiffres. Hein, j'ai été élevé un peu comme ça. La statistique, elle parle en faveur du public des primo-arrivants qui a trouvé 71% de solutions professionnelles. Les équipes de la Diane, les clubs ont apporté des solutions, mais à la fin, l'acte d'engagement de la solution professionnelle, c'est le primo-arrivant. C'est ces qualités intrinsèques premières sur le plan humain qui ont permis qu'il puisse rentrer dans l'entreprise et que la main tendue soit saisie et qu'aujourd'hui, l'entreprise en soit satisfaite. Merci Philippe. David Coste, quel bilan dressez-vous de ces 7 années de collaboration avec les Crépy? Catastrophique. C'est bien pour ça qu'on est là, pour remettre les choses en place. Non, moi je salue le bilan évidemment, et en particulier sous le contrôle de la DGFP, de France Travail, du taux d'insertion professionnelle, 71%, c'est remarquable. Et je crois aussi que c'est en plus une insertion durable dans l'emploi. Donc ça, c'est très positif. Et moi, je salue, je le dis d'autant plus facilement que je n'étais pas dans ces responsabilités, le risque que chacun a pris au démarrage, de démarrer de façon pragmatique, avec quelques crépis volontaires, mais volontarisme, et puis progressivement d'avoir étendu. Et je me souviens, on avait eu un échange, il y a eu les Crépy Awards, il y a eu aussi, lors de l'inauguration des nouveaux locaux de la fédération, cette réflexion de dire, on voit que ça marche. Il y a eu un soutien de l'État au démarrage, mais avec, vous êtes des contribuables, hein, ce soutien il est plafonné. Même si vous ne nous donnez pas plus d'argent, on va essayer de s'organiser pour déployer plus largement. Et cette capacité d'adaptation et d'appropriation, pour nous, elle est très positive.
Parce que, comme le disait Philippe, on ne peut pas tout attendre de l'État et c'est vous qui créez de l'activité, c'est vous qui créez de la valeur. Nous, on est là pour appuyer, peut-être aider au démarrage, mais si ensuite ça s'autonomise, c'est tant mieux. Donc du coup, un bilan très positif, bravo à chacune et chacun de cet engagement. C'est aussi un bilan très positif parce que ça a montré l'exemple que l'intégration par le travail, s'appuyer sur les entreprises, c'est positif. Et conjointement, nos deux ministères du Travail et de l'Intérieur, peut-être que Benjamin Maurice en parlera tout à l'heure, ont décidé aussi d'amplifier cet axe qui est de partir des entreprises, de s'appuyer sur les entreprises pour favoriser ces parcours d'intégration des étrangers en situation régulière, avec une instruction qui a été co-signée en juin dernier par nos deux ministres pour favoriser plus fortement l'accès à l'emploi, là encore en partant des entreprises, et de voir comment, à partir des entreprises, on peut, et malgré tout aussi bien sûr des étrangers primo-arrivants, on peut collectivement construire un parcours facilitant cet accès à l'emploi. Merci beaucoup. Et Philippe, si on parlait justement des défis en fonction des parties prenantes que sont réunies ici l'État, les entreprises et les crépis. Alors, je pense, comme David vient de le dire, cette passerelle aujourd'hui qui existe entre le réseau, DGFP, Diane, montre bien qu'on est dans un cercle vertueux. Et en fait, j'aime bien toujours l'image, si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est ce qu'on est en train de montrer. Et surtout, on a derrière nous des axes importants encore à développer. On a franchi les premières marches. En fait, on a fait la première partie de l'ascension. On va en franchir d'autres. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y aurait, trois messages. Le premier, dans cette relation que nous avons, dont je me félicite et je suis ravi, parce qu'elle est basée d'abord sur l'humain. Je crois que c'est une rencontre, que ce soit des GFP, Diane. Il se passe des choses. On a envie ensemble, chacun est conscient qu'il a un bout à faire. Mais on tire à la corde en même temps, quoi. C'est du collectif. On réussit, et en tous les cas, dans mes autres activités, je ne connais que la solution par le collectif. On gagne ensemble, mais on perd ensemble aussi. Mais ce qui est terrible, c'est de ne pas essayer. Donc, un souhait aujourd'hui, si on veut franchir une autre marche, il faut qu'on arrive à réduire aujourd'hui, en matière d'enseignement et de formation, l'écart entre les besoins des entreprises exprimés et aujourd'hui les diplômes délivrés. Je veux dire par là qu'il y a une telle rupture dans l'économie. On est aujourd'hui, notre monde, il est en train de fonctionner 24 heures sur 24 quand une partie de la planète dort, l'autre travaille. Ce qui, il y a encore une vingtaine d'années, n'était pas le cas. Le numérique et le digital a fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Alors c'était vrai avant, mais c'est là encore plus maintenant. Et il y a une accélération et dans laquelle il faut faire attention de ne pas veiller à avoir une obsolescence de formation ou diplômante par rapport aux besoins des entreprises dans l'instant T. Pour autant, autre message des entreprises, encore une fois, on ne peut pas attendre des pouvoirs publics tout. Il s'agit aussi que les entreprises aillent dans le sens, ce que j'appelle de l'école. Il y a des lois qui le permettent, la loi Fillon notamment, qui permet de co-administrer au sein des lycées et collèges avec le proviseur ou la proviseure des forums des métiers, accompagner des stages. Donc l'entreprise a un gros travail à faire sur elle-même pour être actrice à l'intérieur même, je dirais, de ce pôle de formation et d'enseignement, sans aller sur la partie enseignement, parce qu'on n'a pas les compétences, mais surtout pour dire, voilà, la filière de demain, c'est ça, les métiers de demain, c'est ça. Comment on peut inscrire les jeunes le plus tôt possible, je dirais, dans ce que nous percevons, ce qui sera l'économie de demain. Voilà, enlever les craintes, enlever les freins, être conscient des difficultés, mais arrêter de crier au loup. Merci Philippe. J'aimerais vous donner le mot de la fin, David, avec une dernière question pour rebondir sur les défis majeurs de demain pour vous. Faire savoir que ça marche. C'est comme pour les trains, on parle toujours de ceux qui mettent 9 heures pour faire Marseille-Paris et pas ceux qui sont toujours à l'heure. Faire savoir que ça marche et ces séquences de partage, d'animation sont évidemment importantes pour montrer que, heureusement, grâce à des prises de risques, grâce à de l'engagement, les choses marchent et ça améliore la situation des personnes, des familles, comme le disait Philippe. Et puis aussi, ça permet aux entreprises de fidéliser des compétences. Deuxièmement, on a des spécificités encore plus parfois particulières à prendre en compte. Ce sont d'abord les femmes. Et moi, je salue la plaquette qui montre, pour illustrer la journée d'aujourd'hui, un portrait d'une femme. Les statistiques du ministère du Travail et de France Travail montrent que les étrangers primo-arrivants, globalement, accompagnés par France Travail,
globalement, ils ne s'en sortent pas plus mal pour accéder à l'emploi que tout le public de France Travail. Et puis, ça a été dit, ils ont des compétences, pour beaucoup d'entre eux, plus ou moins, mais des compétences à valoriser. Pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué, et l'accès à l'emploi est beaucoup plus difficile. C'est peut-être pas spécifique aux femmes étrangères, mais c'est bien marqué pour les femmes étrangères primo-arrivantes. Donc c'est un deuxième enjeu pour nous collectivement, je crois. Et puis troisième enjeu, c'est un autre public un peu particulier, que sont les personnes réfugiées qui ont fui eh bien, une situation dans leur pays et parfois un parcours d'exil très difficile, qui sont souvent dans une situation plus difficile que, par exemple, des personnes étrangères venues et accueillies par leur famille, par exemple, dans le cadre d'un groupe familial. Et donc, on a mis en place aussi des programmes particuliers, notamment le programme Agir, mais aussi une initiative que nous venons de lancer conjointement, y compris avec le HCR en décembre dernier, qui est un prix pour valoriser les entreprises qui favorisent l'intégration des personnes réfugiées. Et nous étions, il y a quelques jours, en réunion de sélection des nombreuses entreprises qui ont candidaté. Je remercie d'ailleurs la Fédération d'avoir relayé cette initiative. Et ça, c'est un message d'espoir parce que ça montre que ça marche et c'est bien de le faire savoir. Donc, merci encore de cet engagement et de toutes ces initiatives qui permettent de témoigner qu'il y a de la richesse derrière. Eh ben, un grand merci à vous pour votre contribution et je laisse la parole à Caroline qui va nous faire le jeu des questions-réponses. Merci. Oui, alors Monsieur Philippe Mouliat sera encore là à la fin du colloque, mais vous avez la chance, peut-être, si vous avez des questions pour Monsieur David Coste, n'hésitez pas, c'est le moment. Qui aurait une question? Exactement. C'est la première la plus dure. Qui veut bien se lancer? Moi, j'ai ressenti beaucoup de mobilisation, beaucoup d'engagement. Je vous passe le micro. Merci, monsieur. Merci de me donner la parole. Philippe Colombero, vice-président du CREPI Lyon-Rhône et qui représente le président qui est excusé pour raison professionnelle. Juste, M. Coste, si peut-être j'ai décroché, concernant les réfugiés politiques, vous avez fait part qu'ils pouvaient bénéficier, les entreprises qui les embauchaient pouvaient bénéficier de support ou d'aide. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur ce sujet, si j'ai bien compris? Je vous en remercie. Alors, j'ai effectivement indiqué qu'il y a un programme dédié pour mieux accompagner les personnes réfugiées plutôt que les entreprises elles-mêmes, mais dans un partenariat avec l'ensemble des services de l'État, le réseau pour l'emploi. C'est un programme qui s'appelle Agir, accompagnement global et individualisé des réfugiés. C'est un guichet unique départemental. Dans le Rhône, c'est Forum Réfugiés qui a été mandaté par la préfète et qui a des objectifs de résultats, d'accès à l'emploi et d'accès au logement. Pour les personnes accompagnées, il y a à peu près 25 000 personnes réfugiées qui bénéficient de ce programme et qui sont elles-mêmes accompagnées pour favoriser notamment cet accès à l'emploi. Donc ce n'est pas orienté cette fois-ci vers les entreprises, mais l'objectif que nous avons, c'est que ces opérateurs Agir dans chacun de vos départements soient en contact avec vous, avec les chambres consulaires également, avec tout le monde économique, pour favoriser cet accès à l'emploi et peut-être améliorer l'outil d'accompagnement, voire de formation. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui. Bonjour, je me permets juste de compléter les propos de Monsieur Coste parce que du coup je représente France Asile qui porte aussi des programmes Agir. Et il y a aussi au sein des programmes Agir une prestation qui est une prestation de coordination des acteurs du territoire. Et du coup dans ce cadre-là, on est notamment en charge de faire le lien avec les entreprises aussi pour du coup sensibiliser les entreprises sur le public réfugié et puis aussi du coup travailler des partenariats pour l'insertion professionnelle des personnes réfugiées. Je vais compléter le complément de réponse, le temps que vous récupérez le micro. On a, avec ce programme, mis un peu d'esprit des entreprises dans le monde associatif, avec une mise en concurrence des acteurs associatifs et des objectifs de résultats et un intéressement financier au résultat. C'est la sortie positive en emploi et au logement qui donne un petit bonus financier. Et c'est un accompagnement qui peut aller jusqu'à 2 ans des personnes accompagnées. Mais là aussi, on a mis une petite incitation financière. C'était assez innovant, je crois, dans le champ social, de dire qu'on souhaite que ces acteurs associatifs, dans l'accompagnement individuel et la coordination de l'ensemble des acteurs du département
eh bien, soient mobilisés dès le premier jour et n'attendent pas le dernier jour de l'accompagnement pour favoriser l'accès à l'emploi et au logement. Et donc, la rémunération est décroissante dans le temps. Donc voilà, grâce à la triangulation État, association, entreprise, on s'enrichit mutuellement pour chercher à être plus efficace. Merci, merci. Dernière question, oui. Oui, bonjour. Laurent Binot, donc Crépi Loire-Haute-Loire, un Crépi qui est engagé depuis la création de Destination Emploi, depuis la signature de la convention en juin 2018. Moi, j'ai une question effectivement pour M. Coste, mais sous forme d'éclairage. Tout à l'heure, Philippe Mouliat disait l'apprentissage du français est important, mais n'est pas nécessairement la priorité essentielle. On peut apprendre sur le tas, et ce qui est absolument vrai. Et moi, là où j'ai besoin d'un éclairage, c'est que il y a encore quelques semaines, quelques mois, dans le cadre des parcours d'intégration républicaine, l'État intervenait avec des cours de français obligatoires. Depuis le 1er janvier, tout ça s'est remplacé par l'examen de service civique. Examen, pardon. Mais j'ai cru comprendre, je fais peut-être fausse route, que l'État n'accompagnait plus financièrement les cours de français qui étaient précédemment dispensés à hauteur de 200 ou 400 heures. Alors, est-ce que c'est une réalité que vous confirmez et quelle est donc votre position par rapport à cette nécessité indispensable comme vecteur d'intégration que de comprendre et de pouvoir s'exprimer en français, j'allais dire avec le vocabulaire de base, c'est-à-dire 4000 mots? On peut en avoir pour 3 heures. Alors, j'ai noté la formule de Philippe. La langue n'est pas un frein dans l'absolu. Et je trouve ça très juste. C'est un frein, mais qui peut être surmonté. Il y a 2 choses dans ce que vous avez relevé. Il y a la partie formation linguistique avec le dispositif de l'État qui a été revu depuis l'été dernier, effectivement. Et puis, il y a de nouvelles obligations qui ont été fixées par la loi de janvier 2024, et qui conditionne l'accès à 24, pardon. Je devrais savoir, je le sais par cœur, excusez-moi, mais qui conditionne depuis le 1er janvier l'accès à un titre de séjour pluriannuel à un niveau de maîtrise du français, alors qu'avant, il n'y avait pas d'obligation de maîtriser le français, et à un examen civique, effectivement, c'est un test de connaissance. Alors, sur le dispositif de formation lui-même, précédemment, existait une formation obligatoire prodiguée dans le cadre du contrat d'intégration républicaine à l'OFII, l'Office français d'immigration et d'intégration, pour une personne étrangère qui a son premier titre de séjour ou la protection internationale, convocation à l'OFII pour une évaluation du niveau de langue, un entretien avec un salarié de l'OFII. Et si cette personne étrangère signataire du contrat d'intégration républicaine n'atteint pas le niveau fixé, obligation de formation linguistique. C'était le niveau A1 du référentiel européen, donc le niveau le plus faible. Et effectivement, pour les étrangers ne maîtrisant pas ce niveau de langue, il y avait une formation obligatoire de 100 heures, 200 heures, 400 heures, 600 heures. La loi dite CIAI, contrôler l'immigration, améliorer l'intégration du 25 janvier 2024, introduisant à compter du 1er janvier 2026, une obligation pour la personne étrangère de maîtriser un niveau de langue. On s'est dit, il y a une obligation de résultat, il n'y a plus d'obligation de moyens et d'obligation de suivre les formations linguistiques de l'OFII. On lève cette obligation parce que, finalement, chacun se responsabilise pour apprendre le français. D'une part, et d'autre part, si on a levé cette obligation, c'est aussi parce que le retour d'expérience que nous avions du terrain, de personnes signataires de CIR, réfugiés ou pas réfugiés, était de dire, mais moi, je parle mal le français. Mais Philippe Mouliat m'a dit que ce n'était pas un frein dans l'absolu. Et je souhaite travailler. Or, l'OFII m'oblige à suivre 600 heures de cours de français avant que je puisse travailler ou me former à un emploi. Comment je fais pour vivre? Moi, je veux d'abord travailler, quitte à progresser en français une fois que j'aurai un emploi. Donc, on a introduit 2 choses. La première, c'est de supprimer cette obligation de formation linguistique. Et la deuxième, c'est de créer dans la loi, ou par la loi de janvier 2024, dans le Code du travail, une obligation pour les entreprises, ou plutôt un droit pour les salariés allophones à la formation linguistique une fois qu'ils sont dans l'emploi, avec, sous le contrôle de Benjamin Maurice, l'inscription dans le plan de développement des compétences de la formation linguistique pour les salariés allophones,
avec, deuxièmement, la possibilité pour un salarié allophone de suivre des formations linguistiques délivrées par l'OFII et que ça décompte comme temps de travail effectif. C'est la contribution de l'entreprise à l'intégration des personnes étrangères. Et si la personne apprend le français, elle sera peut-être plus productive, ça augmentera la productivité de l'entreprise. Et troisièmement, la possibilité de mobiliser son compte personnel de formation pour se former au français. Donc ça, c'est applicable depuis janvier 2025. Je pense que Benjamin Maurice pourra y revenir. Donc du coup, je termine ma réponse. L'OFII continue de former. L'OFII continue de former avec des forfaits toujours de formation linguistique en présentiel de 600 heures. Ça existe toujours. Ce n'est plus obligatoire. Et effectivement, on a supprimé les forfaits de 100 heures, 200 heures, 400 heures en présentiel. Et l'OFII a acheté une prestation avec une plateforme linguistique, un opérateur Frello, après une mise en concurrence, qu'on essaie d'améliorer et qui est pas mal pour les personnes qui sont suffisamment autonomes. Troisième élément, nous avons demandé aux préfets, aux services de l'État, les DRETS, les DETS, sur chacun des territoires, de renforcer la coordination de tous ceux qui contribuent à la formation linguistique. Donc il n'y a plus de monopole obligatoire de l'OFII, mais il y a toujours un dispositif de formation avec un enjeu d'adaptation aux besoins de la personne, avec un enjeu de coordination avec les associations, avec l'opérateur ou les opérateurs du réseau pour l'emploi, pour que justement ça s'adapte mieux aux besoins des signataires du CIR, mais sans faire un préalable absolu à la maîtrise du français avant d'accéder à l'emploi. C'était une réponse un petit peu longue, mais oui, ça a changé. On a essayé de s'adapter pour mieux prendre en compte le besoin de ces personnes étrangères. Et il y a un effort de coordination renforcé parce qu'il y a une offre énorme, finalement, sur chacun de vos territoires d'accompagnement linguistique qu'il faut mieux coordonner en fonction des besoins de chacune des personnes. Merci pour tous les détails. Je reconnais qu'il y avait nécessité d'éclairer ce point parce que dans d'autres... J'ai quand même fait moins de 3 heures. Oui, bravo pour ça. Mais pour avoir eu d'autres échanges et par la suite, c'était un des points qui revenait. Donc merci pour ces éclairages très précis. Eh ben, merci à vous deux pour votre contribution.